Bonsoir à tous. À la une de ce journal, 72 heures après le scandale d'État lié au retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, le gouvernement s'est muré dans un silence embarrassé devant la colère des Camerounais et l'inquiétude des parlementaires sur les graves conséquences économiques de la décision de la CAF. Vous suivrez dans ce journal des voix qui s'élèvent au sein de la classe politique et des milieux sportifs pour exiger la saisine du tribunal arbitral du sport afin de contester cette décision de la CAF. Nous en parlerons dans ce journal. Sur le front de guerre contre les séparatistes anglophones et les membres du groupe Boko Haram, la mise en place d'une commission chargée du désarmement et de la réintégration des ex-combattants peut-elle pacifier ces régions en proie à des violences meurtrières? Un expert en sécurité analyse et décrypte les enjeux et les limites de l'initiative mise en place par le gouvernement. C'est à suivre dans un instant. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette journée mondiale consacrée aux personnes handicapées, journée qui est dédiée à leur promotion et leur autonomisation. Et il a réussi à surmonter son handicap pour développer une application dédiée à la promotion des talents et l'autonomisation de ces couches sociales défavorisées. Malgré ses compétences acquises à l'université, ce jeune Camerounais de 31 ans, handicapé, peine à trouver des financements et l'accompagnement nécessaire venant des pouvoirs publics afin de vulgariser sa découverte et son invention numérique. Des précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. À son domicile situé au quartier Essos, lieu dit hôtel du plateau, Cédric Tchana ne quitte presque jamais son ordinateur. C'est son principal instrument de travail. L'instrument grâce auquel il a pu créer 2 applications, dont l'une, baptisée Handicapable, est disponible sur Play Store depuis le mardi 27 novembre 2018. J'ai mis sur pied 2 applications, une qui est déjà fonctionnelle, Handicapable. C'est une application qui a pour but, c'est un réseau social, une plateforme d'échange entre personnes handicapées et associations humanitaire. Et la deuxième, c'est une application que je vais publier d'ici le 3 décembre, Jobs, qui permet en fait à un employeur de rechercher une personne qui recherche d'emploi selon un critère et un profil. S'agissant particulièrement de l'application Handicapable, c'est le tout premier réseau social camerounais dédié aux personnes handicapées. Handicapable, en fait, c'est une application sous forme de réseau social, un peu comme un Facebook, mais un Facebook pour les personnes handicapées et associations. Et elle a 3 fonctions. 1, rencontre entre personnes handicapées et associations. La deuxième fonction encore permet en fait à l'handicapé de mettre sur ça son savoir-faire, son CV, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est capable de faire pour qu'il puisse soit recevoir un don ou même peut-être postuler à une offre qu'une association a eu à émettre. Et la troisième, c'est que je suis encore en train de travailler pour qu'elle puisse permettre aux handicapés de faire le commerce facilement en ligne. Parce que les handicapés souffrent tellement pour pouvoir se déplacer. Titulaire d'une licence professionnelle en informatique et gestion et d'un diplôme en webmaster, Cédric Tchana a réussi à se frayer un chemin au point d'être considéré aujourd'hui comme un modèle à copier par les autres personnes handicapées. Que ce qui fait l'homme, c'est son esprit, ce n'est pas son corps. Parce qu'en tant qu'handicapé myopathe, ce n'est que mes doigts qui fonctionnent. Et les handicapés myopathes d'habitude ne font pas l'école, mais je ne me suis pas laissé faire. J'ai compris que par la grâce de Dieu, d'où j'ai commencé à dire que je vais me démarquer. Parce qu'on estimait que l'handicapé, c'est tout celui qui doit faire de la couture, celui qui doit faire de la menuiserie. Et moi, j'ai estimé qu'il est plus facile de manipuler le clavier d'un ordinateur que le coup d'une aiguille. Alors j'ai dit que non, il faudrait totalement que je mette sur pied des applications, concevoir des sites internet, me démarquer vraiment dans le monde. À 31 ans, le natif de Baganté n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. D'où cet appel lancé en direction des pouvoirs publics afin de poursuivre ses recherches au profit de l'autonomisation des personnes handicapées. Ça, c'est le fruit totalement de mes efforts personnels. Il est vrai, j'ai juste d'abord limité la base de données, juste pour montrer ce que je suis capable de faire. Jusqu'à présent, je n'ai pas reçu un soutien du gouvernement ou du ministère. Je continue à démarcher chaque fois pour qu'ils essaient de voir que de la même manière que Facebook est né aux États-Unis, le premier réseau social au monde, de la même manière aussi au Cameroun, un premier réseau social des handicapés peut aujourd'hui paraître dans le monde et être utilisé partout pour que le nom du Cameroun soit davantage valorisé.
bien qu'atteint d'une myopathie qui le prive du fonctionnement d'une bonne partie de ses membres. Cédric Tchana, fraîchement marié à Viviane, offre à son domicile des formations qualifiantes en secrétariat, infographie, montage des sites internet et autres développements des applications. Un exemple d'abnégation, de courage et de persévérance à copier. Alors que la journée mondiale des personnes handicapées est consacrée à leur autonomisation, le gouvernement camerounais peine à encadrer cette couche sociale défavorisée. Pourtant, le président de la République a signé le décret d'application portant promotion et protection des personnes handicapées au Cameroun. Mais très peu de choses ont évolué en leur faveur. C'est le constat que fait Donald Brice Kamgan dans ce reportage. Le texte qui consacre la spécificité de la personne handicapée au Cameroun date de 2010. Il a fallu attendre 8 ans pour voir son décret d'application signé en juillet dernier par le Premier ministre. Pourtant, la personne invalide crie toujours à l'injustice. Regardez, je suis dans un tricycle. Le tricycle, ce qui est vendu sur le sol camerounais à 170 000 francs. 170 000 francs CFA. Pourtant, le vélo de valides qui ont la possibilité de travailler est vendu à 55 000 francs. Vous voyez quel paradoxe. Nous, on ne comprend pas. Je suis parti essayer de voir à la maison du cycle. On m'a fait comprendre que les taxes sont augmentées sur les pièces qu'on importe pour fabriquer le tricycle. La 22e journée mondiale des personnes handicapées est observée le 3 décembre prochain sous le thème de l'autonomisation et de l'inclusion sociale de cette couche vulnérable, l'impatience de voir les facilités contenues dans le cadre législatif en leur faveur due depuis bien longtemps. La personne valide qui sort avec le baccalauréat et la personne handicapée qui sort avec le baccalauréat, tous ont le même niveau, à la simple différence que la personne handicapée a une mobilité réduite, alors que la personne valide n'a pas de mobilité réduite. Mais cependant, dans la tête, ils ont les mêmes capacités. Donc, il y a certains chefs d'entreprise qui n'acceptent pas facilement des personnes handicapées. Mais nous sommes là pour lutter pour que ces entreprises-là reconnaissent les personnes handicapées comme des personnes au même titre que les personnes valides. De façon anticipée, les personnes handicapées sont aux avant-postes à travers diverses activités pour appeler les pouvoirs publics à sortir leur bien-être des textes de loi pour la réalité. La lutte contre l'insécurité et les accidents de la route font partie des priorités des autorités administratives et responsables de la sécurité dans la région du centre. Les prescriptions sont du gouverneur Paul Nasseri Beya qui a donné des orientations visant à réduire le taux de criminalité et les nombres de victimes d'accidents durant les fêtes de fin d'année dans la région du centre. Des précisions avec Marcelin Gransop, Joël Essengue et Emmanuel Diop. Retour des grèves au sein de plusieurs entreprises. Regain du grand banditisme et de la grande criminalité, avec la recrudescence des braquages en main armée et des agressions à bord des taxis. Non-paiement des centimes additionnels auxquels les communes ont droit. Des communes dont les personnels accusent plusieurs mois d'arriérés de salaire. Voilà qui donne du fil à retordre au moment où se tient le comité régional de coordination administrative et de maintien de l'ordre. Il y a un certain nombre de gangs qui sèment le terreur, jusqu'à tuer même l'artiste Ava, qui ont été arrêtés et stoppés net dans leurs actions. Et nous recommandons à nos collaborateurs de continuer à travailler, de continuer à sensibiliser les populations. Et ces populations qui doivent travailler en étroite collaboration avec les forces de maintien de l'ordre pour leur sécurité, parce qu'un bandit peut voler même sa propre chose. Donc il ne faut pas que quelqu'un pense qu'il peut protéger son enfant. Cette rencontre intervient dans un contexte particulier, marqué par l'entrée de plein pied dans le mois de décembre, mois dont la sensibilité n'est plus à démontrer. Par exemple, le délégué de commerce, pour nous parler des mesures prises pour lutter contre la vie chère, parce que quand les ménages ne peuvent pas fêter pendant la fête de fin d'année, on ne peut pas être dit qu'on a fait joué notre rôle. Il y a les responsables de l'éducation aussi
qui nous ont parlé de la rentrée scolaire et surtout les mécanismes qui sont mis en place pour la collecte des fonds destinés aux examens et concours. Nous avons aussi suivi les exposés de responsables des impôts et des douanes pour pouvoir donc faire des projections sur la nouvelle loi des finances pour nous permettre donc d'avoir une idée et que quand nous sortons donc, en face de nos populations, nous pouvons leur donner des bonnes informations. Des populations qui sont appelées à faire montre de la plus grande prudence en évitant que nos axes routiers, très fréquentés en cette période délicate, ne soient transformés en mouroirs, comme c'est malheureusement souvent le cas. À tous les usagers de la route, Yaoundé, Bafoussam, Bamenda, et dans la zone de Ndikirimeki précisément, parce que ces usagers qui sont informés qu'il y a des travaux, que les routes sont incidentogènes, continuent à voyager de jour comme de nuit en ne respectant pas les consignes de conduite, c'est-à-dire en faisant des vitesses qui ne cadrent pas. Et je conseille aussi aux gens de beaucoup plus voyager le jour que de nuit, parce que le jour au moins il y a une visibilité et que les agences de voyage soient plus professionnelles. Le gouverneur du centre a également associé sa voix à cet appel à la responsabilité de tous, qui rejoint les prescriptions et autres mises en garde que vient de faire le ministre des Transports. Parlons à présent de ces problèmes observés dans certaines municipalités situées en Konsamba, dans le département du Mungo, alors que les populations se plaignent de la mauvaise qualité des routes et de l'insuffisance des infrastructures de base. L'exécutif municipal en Konsamba 3 et les conseillers municipaux s'étripent autour de la performance engagée durant l'élection présidentielle. Évocation avec Cyril Djemba, Mitterrand Dam et Xavier Foka. Les habitants de la commune de Konsamba 3, dans le département du Mungo, font face au quotidien à de nombreux problèmes. L'actuel exécutif communal, qui est en exercice depuis 2013, brille par son inaction sur le terrain. Depuis que nous sommes là, on ne voit pas leur réalisation à troisième. Bon, les routes sont là, rien. Même les bonnes fontaines, rien. Il faut voir l'état de l'eau que nous allons puiser, c'est juste dans les marécages. La lumière, rien. Donc vraiment, nous ne sommes pas vraiment en train de voir vraiment leurs œuvres à troisième. Plusieurs chantiers sont à l'abandon, comme la finition de cet hôtel de ville démarré depuis 2015. Alors que ces problèmes sont sans solution depuis 5 ans et qu'ils ne proposent rien, les élus locaux en Konsamba, issus de la même formation politique, s'enfoncent dans une guerre fratricide. Madame le maire, Henriette Élise Essamé, exclue puis réadmise dans le parti, estime que le RDPC, qui a perdu dans 2 des 3 communes lors de la présidentielle, a été trahi par ses propres partisans. Le président national du RDPC a été trahi par ceux-là à qui il a tout donné et qui dans cette ville se comportaient comme de véritables faiseurs du roi. Ici en Konsamba, ils ont œuvré au quotidien pour la défaite du RDPC aux élections présidentielles. Konsamba 3e est la seule des 3 communes à avoir voté en faveur du candidat président. Daniel Matiki, conseiller municipal, par ailleurs président de section Mungo Nord 3, lui a accordé un droit de réponse. Pour lui, le parti reste uni et nul ne peut se prévaloir la victoire en pointant le doigt accusateur sur d'autres. Il va plus loin en évoquant le budget qui, selon lui, a été mal utilisé. J'ai été très sidéré quant aux propos de Madame le maire. Madame le maire, à vous les 3 communes, on vous a octroyé 37 millions. Vous avez utilisé les 37 millions en 5 jours, pendant que l'hygiène et salubrité a couru la rue 2 mois dans les autres circonscriptions. D'après de nombreuses personnes, cette déchirure entre les élus locaux en Konsamba 3 est la principale cause de leur inaction sur le terrain. Je vous le disais en titre, l'exaspération des Camerounais est loin de retomber après le retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Ce sujet alimente de vifs débats à l'Assemblée nationale.
des parlementaires de l'opposition s'insurgent contre l'attitude du gouvernement au regard de ses priorités au moment où plusieurs régions du Cameroun sont confrontées à des violences meurtrières. Par contre, des députés RDPC s'inquiètent des conséquences négatives de cette décision de la CAF sur les investisseurs camerounais qui ont engagé d'importants financements dans le but de pouvoir les rentabiliser durant le plus grand rendez-vous du football africain. Des réactions à suivre dans ce reportage que signent Joël Essengue et Guy Zogo. Les effets du retrait de la CAN 2019 au Cameroun se font ressentir jusqu'à l'Assemblée nationale. Pour le SDF, le poids des questions sécuritaires aura pesé lourd dans la décision de la CAF, quand au RDPC, on parle de la peine ressentie tout en soutenant qu'il faut rester debout. Personne ne payera pas son argent pour aller voir un match dans un pays où sa vie est en danger. Vous faites de gros investissements, vous attendez que les gens arrivent et vous ne les garantissez pas les conditions de paix, n'est-ce pas, pour jouir de cet événement. J'ai été bouleversé, consterné, outré, blessé, comme l'ensemble du peuple camerounais. Mais il faut revenir sur terre. Nous devons rester debout. L'autre préoccupation après ce retrait concerne la démarche à adopter au sujet du budget 2019 du Cameroun. Ne se sentant guère comptable d'un budget qu'il n'a pas voté, le SDF insiste sur l'impératif de la paix. Nous, le groupe SDF, nous n'avons pas voté le budget. Donc on n'a aucun engagement là-dessus. Maintenant que la CAN a été retirée du Cameroun, si les conditions de la paix étaient garanties, le Cameroun peut être prêt sur le plan infrastructure d'ici juin. Mais est-ce que M. Biya serait prêt sur le plan de la paix et de la justice? Je ne sais pas. Ça dépend de lui. Une posture loin de celle du RDPC qui avance l'idée d'une ordonnance du président de la République pour répondre à cette préoccupation. Nous n'avons pas besoin d'organiser une session extraordinaire pour revoir la situation. Il suffit d'une ordonnance du chef de l'État. Le chef de l'État peut, par voie d'ordonnance, modifier un certain nombre de dispositions dans le budget de l'État. En tout cas, loin de la posture du SDF qui ne voit non plus d'un bon œil l'approche d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale à ce sujet. Je ne crois pas qu'on devait passer par une extraordinaire. Je crois que M. Biya devait prendre l'offensif de la recherche de la paix. Et son petit comité qui a créé là dernièrement, vraiment c'est une blague. Au RDPC, on préfère capitaliser sur la nécessité de poursuivre ces chantiers qui seront fort utiles à l'avenir. Ces infrastructures n'allaient pas servir que pour la CAN. Elles étaient prioritairement destinées à la CAN, mais elles vont continuer à servir aux Camerounais. Je pense qu'il est important qu'on puisse finir ces travaux liés aux infrastructures qui vont être faites. Mais au-delà de ce débat sur le budget, le sort des investisseurs locaux qui avaient misé sur la CAN inquiète au RDPC. Ce qui est plus important à regarder maintenant et qu'il faut regarder, c'est tous ces investisseurs-là, ces petits investisseurs camerounais qui ont emprunté 200, 300 millions dans une banque pour aménager une plage, un café, un restaurant. Ces gens-là, le préjudice est énorme. Et pour ces gens-là, je pense que nous devons réfléchir. Un vrai casse-tête auquel il faudra bien apporter une réponse. Pour Jean-Jacques Ekindi, rien ne justifie le retrait de l'organisation de la CAN 7 mois avant le terme, au prétexte que les travaux ont du retard. Le coordonnateur national du mouvement progressiste qui estime que c'est inconsistantes les raisons évoquées par la Confédération africaine de football pour retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Il appelle à la saisine du tribunal arbitral du sport. Il précise qu'un audit général doit être effectué sur l'état des travaux, les engagements pris, les responsabilités des maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués, des maîtres d'œuvre, des ordonnateurs, des comptables et des contrôleurs, un audit général qui doit être lancé sans délai. Il souhaite également la reprise des travaux qui devaient être décidés après les conclusions qu'aura livré le traitement des points, notamment sur l'audit général. Je vous propose d'écouter à cet effet le coordonnateur du mouvement progressiste, Jean-Jacques Ekindi. Mais tout à l'heure, je me suis exprimé sur le retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Et il apparaît très clairement que c'est un coup de jarnac, c'est un mauvais coup qu'on a fait au Cameroun. Les raisons qu'on a avancées ne tiennent pas la route. Les motifs pourquoi on l'a fait, on en a une idée.
Mais le plus important, c'est de savoir ce que le Cameroun devrait faire. Vous savez, d'être comme un boxeur. Quand un boxeur reçoit un coup, bon ou mauvais, il peut se retrouver au tapis. Les boxeurs les moins avisés sont ceux qui veulent se lever tout de suite, dire qu'ils n'ont pas mal, dire qu'ils n'ont rien reçu, et ils ont de fortes chances de terminer KO. Les boxeurs les plus avisés, ils restent couchés, ils savent qu'on va compter jusqu'à 10, il réfléchit, il s'organise, et quand il se relève, il est prêt à nouveau à livrer bataille. Nous avons reçu un coup inattendu. Bon, nous prenons acte, nous nous organisons, et j'ai essayé d'indiquer quelques pistes par lesquelles on peut engager de rétablir le Cameroun dans ses droits, et surtout de ne pas lui faire perdre ses intérêts, notamment parce que quand on a un contrat, chaque partie doit respecter sa part de contrat. Et à bien des égards, la CAF ne l'a pas respecté, le Cameroun doit prendre ses dispositions pour faire valoir ses droits. Et un candidat à la présidence de la FECAFOOT annonce une plainte au tribunal arbitral du sport contre la Confédération africaine de football. Robert Péné exprime son indignation après le retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, l'ancien de la maison de Tinga, qui souhaite revenir aux affaires et qui a présenté un programme en 10 points pour développer le football camerounais. Et sur le terrain des infrastructures sportives, le gouverneur du littoral s'est rendu sur certains chantiers ce lundi après la décision de la CAF de retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Samuel Dieudonné, Yva Adibois est allé s'enquérir de l'évolution de la situation. Aucune déclaration n'a été faite jusqu'ici durant la descente du gouverneur du littoral, qui est le président de la commission locale, qui était jusqu'ici président de la commission locale d'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, une compétition qui a été retirée à la suite d'une décision de la CAF. Parlons à présent de ce programme de désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-combattants de Boko Haram et des membres des groupes armés qui sévissent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est une initiative du gouvernement qui vise à favoriser la réintégration dans la société de ces ex-combattants qui manifestent leur volonté de pouvoir mettre fin aux hostilités dans les régions anglophones, mais aussi dans le septentrion. Des précisions avec Gladys Sidier. Le CNDDR, Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration, doit permettre d'accueillir et de désarmer les ex-combattants du groupe islamiste Boko Haram et des groupes armés des régions anglophones. Basé à Yaoundé, le comité est placé sous l'autorité du Premier ministre chef du gouvernement. Plusieurs autres ministres sont également impliqués, notamment celui de l'administration territoriale, le ministre de la Défense et celui de la formation professionnelle, entre autres, et disposera des centres à Bamenda, Boya et Mora. Pour le financement, le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration disposera de ressources constituées par les subventions de l'État, les contributions des partenaires techniques nationaux et internationaux. Il bénéficiera également de toute autre ressource qui pourront lui être affectées conformément à la législation en vigueur, souligne le décret. En matière de désarmement, la mission assignée au comité est d'accueillir et de désarmer les ex-combattants, de collecter, de répertorier et de stocker les armes et munitions remises par les ex-combattants et de prendre toute disposition pour leur destruction. Au plan de la réintégration, il sera question de prendre des dispositions nécessaires à la déradicalisation des ex-combattants, de mener des actions de sensibilisation pour aider à leur réinsertion dans la vie civile. Le décret a été promulgué dans un contexte où les incidents se multiplient dans les régions anglophones. Le président de la République, Paul Biya, appelait déjà le 6 novembre dernier dans son discours d'investiture les séparatistes à déposer les armes. Dans l'extrême nord, Boko Haram continue de frapper. La dernière attaque de la secte islamiste la semaine dernière a fait au moins 2 morts et 29 blessés. Cette stratégie gouvernementale de désarmement et de réintégration des ex-combattants à la fois de Boko Haram et des groupes séparatistes anglophones peut-elle pacifier ces régions en proie à des violences depuis de nombreuses années? Rien n'est moins sûr. Les experts en sécurité évoquent les limites de cette initiative gouvernementale, notamment dans les régions anglophones. Ils plaident pour la mise en place d'un processus de médiation et de dialogue avant toute opération de désarmement et de démobilisation. Nous y reviendrons.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. La partie continue de se jouer à l'Assemblée nationale. Des députés de l'opposition et ceux de la majorité présidentielle divisés sur l'attitude adoptée. Vous avez suivi les parlementaires de l'opposition qui critiquent l'attitude du gouvernement qui, selon eux, devrait accorder la priorité de ces actions gouvernementales à trouver des solutions aux crises anglophones et crises sécuritaires qui secouent la République. Par contre, les parlementaires du RDPC qui s'inquiètent de la situation de ces investisseurs camerounais et opérateurs économiques qui ont consenti d'importants financements dans leurs activités respectives dans le but de les rentabiliser durant cette CAN, une CAN qui vient d'être retirée et déjà des inquiétudes sur les conséquences économiques d'une telle décision. Vous parlez du retrait de la CAN, c'est 30 novembre, c'est ce même jour que le président de la République a créé le comité de désarmement et de démobilisation des ex-combattants de Boko Haram ainsi que des régions anglophones. Une initiative qui s'adresse à ces ex-membres de ces groupes terroristes, à la fois à l'extrême nord et des groupes séparatistes anglophones, afin que les volontaires qui souhaitent déposer des armes puissent bénéficier d'un processus de réintégration dans la société. La structure vient d'être créée, ces mécanismes de fonctionnement ont été évoqués dans le journal. Le coordonnateur doit être nommé dans les tout prochains jours. Cependant, des experts en sécurité évoquent les limites de l'initiative mise en place par le gouvernement et le président de la République au regard des expériences vécues en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali, mais aussi en Sierra Leone, où ces différentes commissions de désarmement ont été mises en place après des processus de dialogue et des accords de paix entre les différents belligérants. Ok, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel du débrief et qu'il en soit deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, et qu'il en soit deuxième partie dans le débrief. La suite, toujours avec nos 4 débatteurs.